La solitude cartésienne, ça va être tout autre chose. C'est la solitude telle qu'elle est évoquée par Descartes dans son discours de la méthode. Et cette évocation est tout entière condensée dans une phrase. Je cite « Je demeurais tout le jour enfermé seul dans un poêle ». Un poêle, vous le savez, à l'époque, c'était une chambre chauffée par un poêle. Enfermé seul dans un poêle où j'avais tout le loisir de m'entretenir de mes pensées. Par conséquent, la solitude cartésienne, c'est une solitude à 5 attributs. Premièrement, c'est une solitude sur place, on pourrait appeler une solitude sédentaire. Deuxièmement, c'est une solitude enfermée dans un poêle. Troisièmement, c'est un entretien avec soi-même. Par contre, Descartes, dans cette solitude, dialogue, mais il dialogue avec qui? Avec lui-même. C'est une solitude endodialogique, en quelque sorte. Quatrième point, quel est le sujet de cet entretien? Eh bien, Descartes nous le dit. Le sujet, c'est, dit-il, mes pensées. Et par conséquent, on va retrouver ici l'amorce du « je pense », du célèbre cogito. Et par conséquent, on pourrait dire que la solitude cartésienne, c'est une solitude cogitative. Et enfin, dernier point, le cogito cartésien, comme vous le savez, fonde le « je pense », donc « je suis ». Donc on aboutit à une affirmation d'existence, et par conséquent, c'est une solitude ontologique, qui se prononce sur l'être des choses. Et par ailleurs, s'ajoute un texte de Genèse de Descartes où, cette fois-ci, il nous raconte un rêve qu'il fit dans la nuit du 10 novembre 1619. Et dans ce rêve, où il dit, c'est un rêve qu'il interprète comme une révélation de sa vocation philosophique. Un rêve, et par conséquent la solitude cartésienne, c'est aussi une solitude onirique. Et par conséquent, ces deux traits, solitude cogitative et solitude onirique, on pourrait résumer tout ça dans une seule expression en disant que la solitude cartésienne, c'est une solitude songeuse. Voilà. Maintenant, poursuivons notre typologie, la solitude selon Rousseau. C'est la solitude qu'il décrit dans les rêveries du promeneur solitaire, en particulier dans la 5e promenade, dont je vais lire un petit extrait. S'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours sans néanmoins marquer sa durée, et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte, que celui seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière. Tant que cet état dure, celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux, non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir. Tel est l'état où je me suis trouvé souvent à l'île de Saint-Pierre, dans mes rêveries solitaires, soit couché dans mon bateau que je laissais dériver au fil de l'eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on dans une pareille situation? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Le sentiment de l'existence, dépouillé de toute autre affection, est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce. Et ce qu'on fait, après lecture de ce texte, ce qu'on peut faire, c'est une comparaison systématique
qui s'impose, je crois, entre la solitude cartésienne et la solitude rousseauiste. La solitude cartésienne, nous l'avons vu, c'est une solitude sur place, une solitude en chambre, tandis que la solitude de Rousseau, c'est une solitude de promeneur en marche. La solitude cartésienne, c'est une solitude enfermée, tandis que la solitude rousseauiste, elle est solitude en plein air. La solitude cartésienne, c'est un entretien avec soi-même, un entretien quand même, tandis que la solitude rousseauiste est une solitude silencieuse. La solitude cartésienne, on l'a vu, c'est une solitude cogitative pour s'entretenir de ses pensées, tandis que la solitude rousseauiste, c'est une solitude rêveuse, où la rêverie suffit, je cite Rousseau, pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. Mais il y a un point commun, toutes les deux sont des solitudes ontologiques, parce que chez Descartes, ça va conduire au « je pense », donc « je suis ». Chez Rousseau, ça va être la jouissance du sentiment de ma propre existence. Mais même ce dénominateur commun, on va le voir, c'est un point de divergence. Là, il faut citer de nouveau Rousseau, qui nous dit ceci: « J'ai pensé quelquefois assez profondément, mais rarement avec plaisir, presque toujours contre mon gré et comme par force. La rêverie me délasse et m'amuse, la réflexion me fatigue et m'attriste. Penser fut toujours pour moi une occupation pénible et sans charme. Quelquefois, mes rêveries finissent par la méditation, mais plus souvent, mes méditations finissent par la rêverie. Et durant ces égarements, mon âme erre et plane dans l'univers sur les ailes de l'imagination, dans des extases qui passent toute autre jouissance. » Nous sommes là, il faut y insister, devant ce qu'il faut appeler la disjonction de Jean-Jacques Rousseau. Disjonction, à savoir que penser comme Descartes ou rêver comme Rousseau, il faut choisir, d'après Rousseau. Et Rousseau a choisi, c'est rêver.